Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance de consultation publique. On va attendre quelques secondes, laisser le temps aux gens de se brancher, les gens qui assistent de la maison. Recording in progress. Alors, on a un problème de son. Alors, on fait un test de son. Ça semble fonctionner. Parfait. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance de consultation publique concernant les nouvelles normes concernant la plantation et la protection des arbres en milieu urbain. Ce soir, c'est une consultation publique en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on vient modifier le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, mais aussi les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme. Donc, c'est un projet de règlement qui s'appelle le RDQ 3175. Donc, je suis Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir et je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, tout d'abord, Mme Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif responsable de l'environnement et donc aussi de la protection des arbres. Bonsoir. Bonsoir. Je suis accompagnée à ma gauche de David Duval, donc qui est conseiller en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Et de Dominique Aubé, qui est conseiller en environnement, également au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, ce sont eux qui vont vous faire la présentation de ce soir. Donc, avant de céder la parole à Mme Asselin pour un petit mot de bienvenue, simplement vous dire que nous avions plus d'une vingtaine de personnes inscrites en ligne. Donc, en ce moment, nous avons 17 personnes qui assistent en ligne et nous avons 2 personnes qui sont présentes avec nous dans la salle du conseil, là, au bureau d'arrondissement de la cité Limoilou. Donc, bienvenue à tous. Pour informer les citoyens de la consultation, on a publié un avis légal sur le site Internet par notre service du greffe, mais on a également diffusé un communiqué de presse et aussi on a fait un envoi courriel à tous les abonnés des arrondissements, donc tous les arrondissements de la ville, étant donné que c'est un règlement qui touche toute la ville. Alors, sans plus attendre, je donne la parole à Mme Asselin pour un petit mot de bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, M. Duval, M. Aubé. Merci, Mme Lagier, d'être là ce soir en soutien. Merci à l'équipe de soutien technique également. C'est une réglementation, c'est un changement de la réglementation qu'on vous propose ce soir en consultation publique visant à mieux encadrer la plantation d'arbres, la protection des arbres. C'est un engagement qu'on a pris ferme d'être d'augmenter la canopée dans la ville de Québec. Donc, ce soir, les éléments qui vont vous être présentés visent à justement cette bonification-là de la canopée. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos experts qui pourront vous faire la présentation. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Merci. Alors, aussi préciser pour les gens à la maison, donc, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas parce qu'on est en mode webinaire. Donc, la façon dont on va fonctionner après la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions ou faire des commentaires. Vous allez utiliser le bouton Q&R. Donc, en posant vos questions, moi, je vais les lire et on va y répondre verbalement. Si jamais vous n'avez pas la capacité de taper votre question, à ce moment-là, vous pourrez lever la main et on vous donnera l'autorisation de parler. Sachez toutefois que la séance est enregistrée et qu'on vise à diffuser le vidéo ensuite sur la page web du site Internet de la Ville. Alors, je vais faire un partage de la présentation pour que vous puissiez tous voir à la fois à la maison et ici dans la salle du conseil. Parfait. Donc, on voit bien la présentation. Donc, à vous la parole, M. Duval et M. Aubé. Merci, Mme Lagier, de l'occasion de présenter cette
ce PowerPoint ce soir avec mon collègue David. Alors, il ne faut pas aller fort parce que c'est le micro qui capte qui est au plafond. Voilà. Change les, je peux le faire pour toi si je peux le faire. Bon. Donc, l'ordre du jour ce soir ou le temps de la présentation, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci pour le projet de loi en question, le projet de règlement, pardon, en question, on va entrer dans le détail ou dans la mesure de quoi cadre ce présent règlement-là, donc la vision de l'arbre et la stratégie de développement durable. On reviendra également sur le mandat qui nous a été donné à l'équipe projet de réfléchir aux exigences de plantation sur le territoire des terrains non municipaux. Également, on reviendra sur le concept de canopée et l'indice de canopée à la Ville de Québec. Et en point 4, mon collègue David va parler plus en profondeur du règlement en question 31-75 et on fera un bref retour sur les prochaines étapes qui sont à venir. Alors, il faut comprendre qu'en 2021, la Ville de Québec a adopté sa stratégie de développement durable qui repose sur 5 défis collectifs. On les nomme très rapidement, donc la cohésion sociale, la santé globale, la décarbonisation, la résilience et la transition. Et cette stratégie de développement durable-là trace la voie à notre vision de l'arbre 2015-2025, bien évidemment, qui permet de rencontrer de façon plus précise 3 de ces 5 défis-là, c'est-à-dire la santé globale, la décarbonisation et la résilience. Je vais juste voir si je suis capable de cacher le petit bandeau qui est en haut, mais non. Non, ça ne me dérange pas. Ça va? OK, on continue. Oui. Sauf que je peux pas changer. C'est ça. Oui, un petit rappel pour les auditeurs, 3 fondements qui sont inscrits dans notre vision de l'arbre 2015-2025. Donc, bien évidemment, reconnaître la valeur des arbres en milieu urbain, tenir compte des arbres dans la planification et la conception de tous les projets réalisés et fournir de l'espace approprié aux arbres pour leur croissance sur le long terme. Dans la vision de l'arbre, plusieurs pistes d'action ont été évoquées et principalement dans la piste d'action numéro 3, qui traitait davantage de réglementation municipale, on est venu prévoir certaines dispositions en continu, notamment par rapport aux normes, concernant les lotissements, les marges, etc., mais plus précisément, également la révision réglementaire sur l'abattage des arbres, la protection des arbres et également la plantation des arbres sur lequel le projet de règlement ce soir traite. On se rappelle qu'en 2021, le règlement RVQ 2995 a été adopté et ce soir, on vient proposer des dispositions supplémentaires dans la présentation qui vous est faite ce soir. Dans la vision de l'arbre, 3 grandes préoccupations nous permettent d'accroître la canopée, donc la protection même des arbres, la plantation supplémentaire d'arbres et la déminéralisation pour faire place aux arbres. La modification réglementaire ou de façon générale, les règlements d'urbanisme permettent principalement de traiter ou de favoriser les efforts de protection et les efforts de plantation également. C'est dans le cadre de ces 2 piliers de la vision de l'arbre que s'insèrent les projets de règlement de ce soir. Alors, au courant de l'année 2022, vers la fin de l'année 2022, on nous a demandé en équipe projet, au service, mais également avec nos collègues de la gestion du territoire, nos collègues de la division de la forestière urbaine et l'ensemble de nos collègues aux affaires juridiques qui nous aident à traiter de ces modifications réglementaires-là. On nous a demandé de tout mettre sur la table et d'évoquer différentes propositions qui nous permettraient, comme ville, d'être plus exigeants en matière de plantation d'arbres sur les terrains non municipaux. Donc, c'est le mandat qui nous a été donné. C'est sur la base de ce mandat-là qu'on a travaillé et qu'on a réalisé cette première phase-là pour laquelle on fait une proposition de modification réglementaire. Donc, il faut corriger certains vides réglementaires qui sont jugés urgents et ajuster les normes là, qui visent à confirmer les pratiques usuelles ou actuelles. Donc, déjà, depuis les dernières semaines, les derniers mois, on a travaillé sur cette première phase-là. On a également travaillé sur notre phase 2, qui est en cours présentement, qui nous permettra de mettre en œuvre des bonifications qui ont été évoquées, qui ont été réfléchies nécessairement au courant de précédentes tentatives de modification réglementaire qui n'ont pas vu le jour et qu'on veut reprendre et qu'on veut mettre en vigueur au courant des prochaines semaines et des prochains mois. Et ensuite, arrivera une phase 3 dans laquelle on va de façon plus chirurgicale en équipe faire des propositions pour bonifier différents processus internes à la ville où il y aurait des opportunités d'exiger davantage de plantation sur les terrains non municipaux. Voilà
pour cadrer le projet. Je passerai la parole à la ville pour le concept de canopée. Merci. Donc, l'objectif de la vision de l'arbre, c'est d'augmenter la canopée dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Québec. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la canopée, parce que c'est un concept qui n'est pas simple. Moi-même, j'ai eu quelques difficultés à bien le comprendre parce que les ingénieurs forestiers, les gens en foresterie, nous parlent toujours de la cime des arbres. Moi, la cime des arbres, j'ai toujours cru que c'était le sommet des arbres et non pas la couronne, mais c'est effectivement la couronne. Donc, la canopée, comment est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que ça définit comme la projection au sol de la cime, de la couronne, de l'ensemble de l'arbre qui est visible du ciel. Donc, et la cime comprend les feuilles, les branches et le tronc. Vous avez des petits diagrammes, des illustrations à gauche qui vous montrent un peu ce que c'est. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que par photo détection, on prend une photo du ciel et on voit les arbres. On est capable d'isoler après ça avec des logiciels spécialisés quels sont ces arbres-là. On le voit, le petit carré à droite au milieu. Et en enlevant les bâtiments, on a vraiment un contraste vert sur blanc pour bien mesurer après ça la canopée. Les deux fonctionnent. Ouais. En roulant vers moi, excusez-moi. On y arrive. Donc, l'indice de canopée est exprimé en pourcentage, c'est-à-dire qu'on calcule cette projection au sol de la cime des arbres et on la calcule sur un territoire distinct. Ça peut être un lot, comme on voit à gauche. On voit que l'indice de canopée, dans ce cas-ci, est 48% du lot. Donc, la cime des arbres se projette même au-dessus du bâtiment, ce qui fait en sorte que quand on isole le terrain et qu'on isole la canopée sur ce terrain-là, on arrive à un pourcentage de 48% dans ce cas-là. On peut le calculer sur un quartier aussi, comme par exemple le quartier Montcalm. En faisant la même méthodologie, on arrive avec une projection d'une canopée de 25% pour le quartier Montcalm. Et on le fait également pour l'ensemble du périmètre d'urbanisation de la ville. On le fait la dernière fois en 2020. Et ça donnait 31% de canopée pour l'ensemble du territoire dans l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et pour l'ensemble de la ville, si on allait chercher le territoire à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, donc ce qui est en blanc, au nord et à l'ouest du territoire qu'on voit à droite, ben c'est 54% du territoire de la ville qui est en indice de canopée. Il y a un indice qui a été déterminé, il y a une cible qui a été déterminée dans la vision de l'arbre. Cette cible-là est de 35% en 2025. Cette cible-là a été fixée en 2015. La dernière mesure qui a été faite en 2020 nous donnait 31%. Donc, on est à 4% de l'objectif. Ça ne paraît pas beaucoup, mais compte tenu de l'étendue du territoire, c'est quand même considérable en termes d'efforts de plantation pour arriver à cet objectif-là de 35% de canopée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et comme à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, environ 75% du territoire est détenu par des propriétaires privés, les autres 25% étaient détenus par la Ville ou le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada ou d'autres corporations publiques comme celle-là, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, qui ne sont pas soumis à nos règlements, ben, l'effort des propriétaires privés est absolument essentiel. C'est pour ça que mon collègue, quand il parlait tout à l'heure du mandat actuel, d'augmenter les exigences de plantation sur les terrains non municipaux, c'est pour que ce 75% du territoire-là, qui n'est pas de propriété municipale, puisse faire l'objet, contribuer à l'atteinte du 35%. Donc, le règlement lui-même, on part d'un règlement d'harmonisation sur l'urbanisme qui date de 2009, qui existe et qui lui-même reprenait les règlements de zonage des anciennes villes. Et les anciennes villes n'avaient pas des pratiques uniformes en termes d'exigences de plantation. Et l'ensemble, généralement, des exigences sont pour les nouvelles constructions seulement et non pas pour les constructions en place. Et une autre chose aussi également dans la réglementation actuelle qu'on a constaté, c'est que les dispositions ne prévoient pas explicitement le remplacement des arbres abattus pour différentes raisons. Alors, c'est une pratique qui est quand même demandée, mais ce n'est pas explicitement mentionné dans la réglementation. C'est pour ça qu'on apporte une modification à cet égard-là. Donc, ce qu'on fait comme modification dans cette phase-ci, cette première phase de modification qui sera suivie de d'autres phases, c'est qu'on vient ajouter
aux exigences de plantation, une exigence de plantation lorsqu'on agrandit un bâtiment principal ou qu'on ajoute un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal. Et cette plantation-là doit être complétée au plus tard à la date de la fin de la validité du permis ou du certificat relatif aux travaux. Donc, je mentionne tout de suite qu'en cours de route, depuis la rédaction du projet de règlement, on a eu quelques modifications. C'est pour ça que vous avez le deuxième PICO, modification avant adoption. Donc, les termes d'une construction vont être remplacés par d'un bâtiment et dans les 18 mois par au plus tard. C'est un peu technique, mais enfin, c'est parce qu'on est dans le chapitre sur les bâtiments accessoires et non pas les constructions accessoires. Donc, on voulait arrimer clairement la réglementation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus d'exiger la plantation lors de la construction de bâtiment principal, maintenant, on va exiger la plantation lorsque le bâtiment principal va être agrandi ou lorsque un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal va être construit. Évidemment, dans le cas où il n'y a pas eu de plantation au préalable. On vient également remplacer l'article 482. On vient préciser, on vient apporter certaines précisions concernant la plantation d'arbres. Ce qu'on dit dans le fond, c'est que ça prend un arbre en façade des bâtiments lorsque la cour avant a 3 mètres de profond et que à partir du moment où la cour avant a plus que 15 mètres de largeur, 15 mètres linéaires de largeur, on va exiger un deuxième arbre et on va exiger un arbre par 15 mètres comme ça. Ce n'était pas tout à fait écrit comme ça portait à confusion. Donc, on profite de cette modification-ci pour bien clarifier les choses. Donc, c'est un arbre en cour avant lorsque la profondeur de la cour avant a 3 mètres ou plus, et c'est un arbre par 15 mètres linéaires par la suite au-delà de ce premier arbre. On précise la même chose pour l'agrandissement du bâtiment principal ou l'ajout d'un bâtiment accessoire. Et on dit que ces arbres-là doivent être maintenus. On introduit de nouveaux articles qui visent à expliciter, comme je l'ai dit tantôt, d'expliciter clairement que les arbres qui sont abattus, peu importe la raison, qu'ils soient malades, dépérissants, qu'ils gênent à une construction autorisée, bien, on exige que ces arbres-là soient remplacés. Donc, c'est ce qu'on appelle le maintien des arbres. C'était demandé administrativement lors de la livrance de permis de construction ou de permis d'abattage, mais ce n'était pas réglementairement explicite. Maintenant, on le rend réglementairement explicite avec ces nouveaux articles-là. Alors, les prochaines étapes qui vont nous mener au-delà de ces modifications-là qu'on vous a présentées aujourd'hui, il y aura d'autres modifications qui viendront par la suite. On poursuit actuellement les travaux, les échanges concernant la phase 2 auxquels Dominique a fait référence tout à l'heure. Donc, on va revoir les ratios de plantation à exiger dans le cas des nouvelles constructions résidentielles et non résidentielles. On sait qu'en 2021, il y a eu un règlement de modification qui a été apporté pour exiger davantage de plantation pour les 9 logements et plus. Maintenant, on va l'étendre à l'ensemble des constructions résidentielles et on va également revoir les exigences pour le non-résidentiel, des exigences qui sont actuellement quand même assez minimes. On va possiblement revoir les exigences de plantation dans les aires de stationnement également et tout autre objet là, que nos travaux indiqueront comme étant des opportunités à saisir pour atteindre l'objectif d'augmenter la canopée. Et après ça, il y aura une troisième étape, une troisième phase, qui va être une analyse des processus internes. Vous savez, la plantation d'arbres, ça paraît simple, mais il y a un paquet de services qui est impliqué. Il y a un paquet de façons de faire dans ces services-là. Donc, on veut moderniser tout ça, aligner tout ça comme il faut pour que les gens soient sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait pas de conflit entre les intentions de la ville et les gestes, puis qu'il y ait de la place pour planter des arbres. Et on va mettre en œuvre ces nouvelles façons de faire-là et suivre les exigences de plantation. Ça compléterait la présentation pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Parfait. Alors, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse bien nous voir. Donc, je vous explique comment ça fonctionne pour la période de questions et commentaires. Donc, pour les personnes à la maison,
Vous avez le bouton Q et R. Vous pouvez cliquer dessus et taper votre question. À ce moment-là, moi, je vais la lire et puis on va y répondre. Si c'est un commentaire, vous pouvez aussi le taper. Je vais aussi le lire. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité de taper votre question, si vous n'avez pas de clavier d'ordinateur, par exemple, vous pouvez utiliser le bouton lever la main. Et à ce moment-là, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro et on va vous entendre, nous, ici, dans la salle du conseil. On a également 3 personnes qui sont présentes avec nous dans la salle. Donc, si vous souhaitez vous exprimer, à ce moment-là, simplement levez la main physiquement et puis je vais vous donner la parole. Peut-être nous dire à quel titre vous intervenez, si vous représentez un organisme ou si vous intervenez à titre individuel. Également, je vous informe qu'on a reçu un mémoire de l'organisme Santé Urbanité. Donc, le mémoire est officiellement déposé là, dans le cadre de la consultation et puis il sera rendu disponible avec le rapport de consultation publique de ce soir. Alors, on a déjà plusieurs questions par écrit. Est-ce que les personnes en salle, vous souhaitez vous exprimer? À ce moment-là, je vous donnerai la priorité. Étant donné que vous êtes déplacés en personne, on va commencer par les gens en salle. Simplement, à ce moment-là, je vais juste voir si on va vous voir à la caméra. On va essayer au moins, on va vous entendre. Donc, Monsieur Olivier Meyer, bienvenue. Merci. C'est ici. La caméra est derrière. Attendez, on va dézoomer. On a eu plusieurs ennuis techniques. Mais en autant que je sois sous le micro. Oui, bonsoir, monsieur. On vous voit. C'est parfait. Vous pouvez vous tourner de l'autre côté. Mais c'est vrai que non. Je préfère m'adresser à vous. Parfait. On vous entend. Okay. Donc, mon nom, c'est Olivier Meyer. Ce soir, j'ai mis ma calotte de emprise espace urbain. Dans cet organisme-là dans lequel je suis le chargé de projet. Dans un premier temps, je pense que je tenais à vous féliciter pour quand même le règlement de faire cette proposition de modification-là. Je pense que c'est extrêmement important compte tenu de ce qui nous attend en règle générale. Ceci dit, lorsque je vois le règlement, il y a une petite affaire qui me chicote un peu, c'est on parle arbre dans son ensemble. Vous dites, tout à l'heure dans le règlement, on disait, si on a besoin de couper un arbre, l'essentiel, c'est de le remplacer par la suite. Et il n'y a aucune spécificité dans le règlement qui dit d'un grand déploiement, puisque c'est facile pour quelqu'un de le couper et de remplacer ça par un amélanchier ou par un lilas japonais, et préalablement, il y avait un orme ou il y avait un arbre à grand déploiement. Fait que c'est pas vrai que 1 pour 1 dans ce cas-là, ça compte. Là. Je comprends le principe de l'indice de canopée, mais je pense que la réglementation devrait, au même titre que les modifications, M. Duval, que vous aviez mentionné, qui s'est été sous-titré en disant changement de le terme était important du bâtiment versus la construction. Je pense que dans ce cas-ci, c'est pas anodin de préciser le type d'arbre que l'on souhaite et principalement, puisque vous avez mentionné un petit peu l'indice de canopée qui était de 31, qu'on allait à 35 sur l'ensemble de la ville, puis vous avez montré Montcalm. Mais si on prend les quartiers centraux, Saint-Sauveur, Saint-Roch, Vanier, Limoilou, Mézeray, Léré, on est beaucoup plus bas que ce qui est mentionné là. Et par conséquent, je pense que la réglementation devrait... Oui, je sais qu'une réglementation, ça joue sur l'ensemble de la ville, puisqu'on ne peut pas faire peut-être mais peut-être que oui, puisque je ne connais pas assez ça, peut-être M. Duval va dire oui, mais on pourrait faire des spécificités là, qui seraient un peu plus pointues par rapport aux quartiers centraux versus la Haute-Saint-Charles. Parce que je comprendrais dans la Haute-Saint-Charles que la personne qui a besoin de planter un arbre, la diversité serait plus grande. Mais je pense qu'on devrait, tant qu'à faire un règlement un petit peu plus actuel, de cibler l'espèce d'arbre. Donc, de spécifier, de savoir qu'on souhaite d'avoir un arbre à grand déploiement lorsque c'est possible. 2, que ça soit un petit peu plus, dans les quartiers centraux, que ça soit un petit peu plus contraignant, parce que je pense qu'on est rendu là, il faut que dans les quartiers centraux, que ça soit un petit peu plus contraignant d'un point de vue réglementation. Et 3,
je pense qu'on devrait, ce que vous disiez dans le règlement, dans les 3 mètres, donc dans les 10 pieds, s'il y a 10 pieds de façade et qu'il n'y a pas d'arbre, il faut en mettre un. Ça correspond pas mal à l'emprise de la ville, il me semble. Dans les quartiers centraux, là, c'est cette distance-là. Je pense que la ville devrait utiliser comment on appelle ça, devrait mettre le fardeau, pas de la preuve, mais devrait mettre le fardeau sur le propriétaire, c'est-à-dire que automatiquement, quand il y a 3 mètres, la ville plante. Et si tu n'en veux pas, c'est le propriétaire des gens qui doivent communiquer avec la ville pour dire « Hey, je n'en veux pas ». Parce qu'actuellement, c'est l'inverse. Actuellement, vous demandez, vous dites « Hey, t'en veux-tu un ?» Et là, le fardeau, à mon avis, devrait être inversé. Voilà les points. Mais ceci dit, changer la réglementation, ça devait être fait et je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, M. Meyer. Je vois que Mme Asselin souhaite intervenir. Oui, Mme Asselin? Oui, merci beaucoup pour vos questions et vos bonifications. Je trouve ça super intéressant. Ce que j'ai entendu, par contre, des équipes, puis je mets ça au jeu là, de façon très transparente, c'est si on oblige les gens à prendre un arbre dont ils ne veulent pas, l'enjeu, c'est que cet arbre soit accidentellement brisé, accroché, puis que la personne n'en prenne pas soin. Donc, tu sais, d'exercer ce pouvoir-là contraignant, ce que j'entends, puis je dis pas que vous n'avez pas raison, là, mais que le risque que cet arbre-là ne survive pas parce qu'il n'est pas souhaité puis il n'est pas voulu par le propriétaire, que des fois, il est peut-être mieux d'aller avec un arbre à plus petit déploiement que le propriétaire est prêt à accepter versus un arbre à grand déploiement dont il ne veut pas puis dont il ne prendra pas soin. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que ça n'a pas du tout le même impact, là, mais je voulais juste soulever cette préoccupation-là qu'on a aussi du côté des équipes de foresterie. Je ne sais pas si M. Aubé, M. Duval, vous voulez compléter, là. En fait, oui, on est d'accord aussi que ça ne sera pas le même impact si c'est un arbre à petit déploiement, moyen déploiement ou à grand déploiement. On l'a bien mentionné, cette première phase-là vient régler certaines situations qui étaient un peu pendantes et puis on a voulu les régler rapidement pour que ce soit plus confortable pour la mise en œuvre et l'application. Et déjà, on a ce genre de réflexion-là aussi dans notre phase 2 pour aller encore plus loin et on accueille favorablement vos commentaires qui seront amenés en équipe de projet. Juste pour comme un jour. En 2021, on a fait une réglementation qui tenait compte de l'indice de canopée et de l'écart entre l'indice de canopée des différents quartiers et la cible qui avait été fixée. Et la cible est fixée selon le type de quartier. Donc, dans les quartiers centraux, considérant le cadre bâti, considérant la densité, les cibles à atteindre sont plus basses. Et plus on va vers la banlieue, plus les cibles à atteindre sont hautes. Mais alors, donc, les exigences avaient été modulées en fonction de ça. Par contre, c'est excessivement complexe, là, puis les gens nous ont dit que c'est difficile à appliquer, donc on va y aller vers quelque chose d'un peu plus simple, mais il est possible de moduler, oui, on l'a fait, mais en condition qu'on garde les choses quand même. L'erreur est là. Si c'était un grand déploiement, on y arriverait dans une petite surface. Oui, ça la canopée serait au-dessus des bâtiments. Et puis l'arbre de 3 mètres rentrerait dans les programmes d'alignement des arbres et par conséquent, il rentrerait dans l'entretien de la ville. Et les gens, la majorité, dans les quartiers centraux, les propriétaires ne sont parfois pas occupants. Ils habitent ailleurs qu'à Québec. Fait que la majorité du temps, ils s'en foutent de savoir si c'est un petit ou un gros. Fait que si vous en mettez un, il ne sera pas brisé. Il sera de toute façon, il sera entretenu par le service de la ville. Fait que c'est tout bénef. Parfait. Alors, si vous le permettez, on a plusieurs questions en ligne, donc je vais vous en lire. Donc, une question de Mme Lucie Laflamme qui nous demande, à la suite d'une demande de permis pour abattage d'arbres, est-ce qu'un suivi est fait pour assurer qu'un nouvel arbre est replanté? Depuis quelques années, plusieurs arbres ont été abattus dans la rue sans qu'aucun arbre n'ait été replanté. Alors, comment ça se passe au niveau des suivis des demandes de permis? Comme on disait tantôt, l'exigence de replanter n'était pas formellement inscrite réglementairement, donc le suivi n'était peut-être pas fait de façon aussi stricte que lorsque l'exigence est réglementaire. La modification qu'on propose aujourd'hui vise justement à obliger cette replantation-là d'arbres et il va y avoir un suivi plus systématique à ce moment-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Duval. Une question également, donc plutôt de compréhension.
Donc, de Mme Boutin, elle voudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par terrains non municipaux. Les terrains non municipaux, ce sont les terrains dont le propriétaire n'est pas la ville. Donc, c'est des propriétaires privés. C'est vous et moi qui sommes propriétaires d'un terrain, ça peut être une compagnie également. Donc, c'est tout ce qui n'est pas dans le domaine foncier de la ville. Il faut savoir par ailleurs aussi que les règlements municipaux ne s'appliquent pas au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral et la plupart des sociétés là, de la couronne ou les mandataires du gouvernement. Donc, le terrain de jeu à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est réduit un petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on insiste sur les terrains non municipaux, les propriétés privées, comme contribution à l'atteinte des cibles de canopée, puisque 75% du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est de propriété privée. Ce sont des terrains non municipaux. Parfait, merci beaucoup. Je poursuis avec une question de Michel Lagacé. Qu'est-ce que la Ville fait lorsque les arbres sont concernés par des abattages par des organismes du gouvernement du Québec, ministères, commissions, centres de services scolaires ou par des organismes paramunicipaux comme l'OMHQ, par exemple? Comme je disais tantôt, la plupart de ces organismes-là ne sont pas soumis à la réglementation municipale, malheureusement. Il y a quand même des discussions, des dialogues qui se font pour éviter de minimiser les abattages, mais parfois les travaux exigent des abattages et c'est fait. Alors, c'est sûr que dans le doute aussi, les citoyens qui sont témoins d'abattage d'arbres, vous pouvez toujours faire le 3-1 pour vérifier s'il y a bien un permis, s'il y a un suivi qui est fait par la Ville. Également, une autre question de M. Lagacé qui souhaitait savoir où en est rendu l'inventaire des forêts urbaines et le plan de protection des forêts. Je pense que c'est le plan de protection des boisés. Est-ce que c'est, il y a plusieurs choses oui. là-dedans. Il y a eu la présentation du portrait sur les boisés en mars dernier. On travaille à l'interne sur des stratégies pour les protéger, les mettre en valeur. Donc, éventuellement, on vous présentera des choses à cet effet-là. Par rapport à l'inventaire des arbres municipaux, nos collègues de la foresterie urbaine maintiennent toujours cet inventaire-là à jour lorsque les arbres sont ajoutés là, sur les emprises municipales, les parcs, etc. Et c'est nos collègues là, qui également émettent là, à la foresterie urbaine les différents permis d'abattage et suivi de ces émissions. Parfait. En fait, c'était par rapport au plan de protection des boisés, l'inventaire, en fait, l'inventaire. Si on parle du portrait sur les boisés qui a été rendu public, comme je l'ai mentionné, en mars dernier, évidemment, une fois qu'on a réalisé ce portrait-là, qui était une première réflexion, on est venu présenter une définition des boisés et également on est venu présenter une cartographie de ces boisés-là. On a travaillé à l'interne pour raffiner un peu l'exercice. Donc, on a eu quelques boisés de plus, quelques boisés de moins, donc un exercice un petit peu plus raffiné. Et actuellement, on est en train de réfléchir pour faire des propositions, comme je l'ai mentionné, pour les préserver, identifier des seuils, etc., qui viendront contribuer évidemment au maintien de notre canopée et à la bonification de la canopée aussi. Parfait, merci. Donc, on va poursuivre avec une personne en salle. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Moi, c'est Christine. Je fais partie des Amis de la Terre de Québec, mais je viens à titre personnel, surtout ce soir, ça m'intéressait. Les arbres, ça m'a toujours tenu à cœur. Ça nous aide tellement dans tant l'esthétisme de la ville que l'air, puis ça régularise le climat, trop chaud, trop froid, ça aide beaucoup. Juste une petite préoccupation, ça serait le fun qu'il y ait ça serait intéressant qu'il y ait une étude sur les essences des arbres qui vont être plantés. Oui, des arbres qui favorisent la canopée, prioritairement, plus ils favorisent la canopée, plus ils devraient être encouragés. Puis aussi, une diversité d'arbres au cas qu'il y aurait une bébête ou qu'il y aurait vraiment un attaque, les arbres sont malades, ils vont, on pense, il peut se passer toutes sortes de choses. Là, on est dans une époque où il faut faire attention à n'importe quoi d'environnementaux, des crises. Fait que s'il y a une attaque de maladie sur une sorte d'arbre, si on a une variété d'essences, ça va beaucoup aider. Les collègues de la foresterie urbaine sont très conscients de ça. Puis, actuellement, il y a la maladie hollandaise de l'orme qui est
est sous contrôle. Il y a la grille du frein aussi là, qui est contrôlée, mais on sait qu'il y a beaucoup de freins qui sont abattus parce qu'ils sont affectés par cette bébête-là. Mais c'est une des stratégies de la ville, effectivement, c'est de diversifier le type de plantation et non pas faire comme on faisait dans les années 60, une rue juste avec une essence d'arbre. Donc, c'est dans les pratiques maintenant de varier les essences, oui. Si je peux me permettre, Marie, juste un complément. Donc, le concept de diversité fonctionnelle que vous amenez, effectivement, on en est très conscient et ça nous tient à cœur. On a une très bonne connaissance des arbres qui sont de propriété municipale, donc avec l'inventaire des arbres urbains. Et on a fait réaliser une étude sur justement le concept de diversité fonctionnelle, comment se présente sur les arbres qu'on a plantés cette diversité-là, est-ce qu'on est bien résilient par rapport aux changements climatiques actuels et à venir. Et on essaie aussi de travailler, pour l'instant, c'est encore un point d'interrogation, on essaie de documenter ce même concept-là de diversité fonctionnelle sur les terrains non municipaux, donc pour avoir des stratégies encore plus adaptées. Et comme vous le savez peut-être, la Ville de Québec est partenaire de la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu à l'Université Laval, puis certains projets sont réalisés actuellement justement sur l'identification des meilleures essences qui devront être plantées au cours des prochaines décennies afin de s'adapter au climat qui change. Merci. Merci beaucoup. Je vous confirme que vous avez absolument raison. On a des rues avec des essences uniques, là, comme j'ai une rue dans mon quartier où il n'y a que des chênes qui sont rendus à une taille où ils causent des soucis, mais il n'y a que des chênes sur la rue. Donc, c'est vraiment plus la vision qu'on a là, de planter des essences uniques dans des quartiers complets ou dans des rues complètes. Là. Excellent commentaire. Merci beaucoup. Donc, je poursuis avec d'autres questions en ligne. M. Lagacé demandait aussi si on avait pensé à un programme de compensation pour les propriétaires privés qui protégeraient une partie de leur boisé. Est-ce que c'est dans le cadre de ce règlement ou dans d'autres actions de la ville? C'est pas dans le cadre de ce règlement-là. Par contre, si je reviens à ce que je mentionnais tantôt, les réflexions qu'on a actuellement sur les principes qu'on voudra mettre de l'avant pour protéger les boisés, donc là, maintenant, on les connaît mieux, on les identifie, on voudra mettre de l'avant des orientations, des objectifs, des cibles pour mieux les protéger. Tout actuellement est sur la table, que ce soit de la compensation lorsqu'il vient le temps de couper des boisés pour faire du développement, l'identification de l'intérêt de conservation de ces boisés-là pourra également avoir un impact sur de la compensation éventuelle si c'est la direction qui est prise. La question qui est posée, c'est par rapport à la compensation pour quelqu'un qui ferait le choix de maintenir. C'est pas exclu. Comment ça pourrait s'opérationnaliser? Ça ouvre plusieurs questions, mais actuellement, avec les collègues, on est en train justement d'établir toutes les possibilités pour protéger notre actif, mais aussi bonifier notre actif en matière de boisé urbain sur le territoire. Parfait, merci beaucoup. Donc, M. Lagacé termine en disant bravo pour ces quelques modifications mineures pour la conservation des arbres. Donc, c'est peut-être peut-être mentionner que pour lui, c'est mineur, mais il dit quand même bravo. Alors, je ne sais pas s'il y avait un sous-entendu derrière ce commentaire. Merci à vous, M. Lagacé. Donc, on poursuit avec M. Marc Dufresne qui nous demande pourquoi pour les maisons déjà construites, il existe des maisons sans aucun arbre en façade. Selon moi, chaque cour avant devrait en avoir un. Et également, il demande pourquoi ne pas planter des arbres fruitiers sur les terrains de la ville qui seraient utiles pour tous. Donc, par rapport aux maisons déjà construites et aussi par rapport aux arbres fruitiers. Pour les maisons déjà construites, il y a, comme je disais tantôt, il y a peut-être, dépendamment de l'ancienne ville, est-ce qu'il y avait des exigences, est-ce qu'il y a des programmes de plantation dans les anciennes villes? Peut-être que non. Je suis moins familier avec toute l'histoire de Québec, mais j'ai déjà travaillé dans la région de Montréal et on avait constaté que la ville de Laval, dans les nouveaux quartiers résidentiels, ne plantait systématiquement pas d'arbres, contrairement à ce qui se faisait dans les années 60 et 70. Et les seuls arbres qu'il y avait, c'est les arbres des propriétaires privés. Il y a peut-être que c'est la même chose qui s'est produite dans certaines anciennes villes là, du côté de Québec. C'est pourquoi il y a peut-être pas d'arbres en face de certaines maisons, mais le règlement qui est proposé aujourd'hui va faire en sorte que s'il n'y a pas d'arbre devant une maison, le propriétaire veut agrandir sa maison ou faire un bâtiment accessoire attaché
au bâtiment principal. Il devra maintenant se conformer, il devra planter un arbre, puisque maintenant, il y a une exigence d'avoir un arbre en façade dès que la cour avant a 3 mètres ou plus par 15 mètres linéaires. Je ne sais pas si la deuxième partie, tu veux répondre. En fait, lorsqu'on parle d'arbres fruitiers, ce n'est pas exclu que ça puisse être planté également. Il y aura toujours la question du type de grand, moyen ou petit déploiement qu'on voudra avoir avec ces arbres-là. Par contre, la Ville a quand même des préoccupations en matière de biodiversité. On travaille également, on a des collègues qui travaillent sur les concepts d'agriculture urbaine. Vous savez que c'est mis de l'avant de plus en plus. Et à travers ces réflexions-là d'agriculture urbaine, aussi d'accroître notre biodiversité sur le territoire, le concept de forêt nourricière également fait son chemin de plus en plus. Donc, ce n'est pas exclu qu'il puisse y avoir de plus en plus d'arbres fruitiers qui puissent être plantés dans des contextes bien définis. Parfait, merci beaucoup. Et M. Dufresne, en terminant, nous dit aussi pour un bloc appartement, il devrait y avoir plus d'un arbre en façade. C'est son commentaire. Mais peut-être qu'au niveau de la distance que vous avez mentionnée là, sur la largeur du lot, ça pourrait en effet être le cas. Dépendamment de la largeur, le frontage qu'on appelle là, du lot. Si la largeur du lot, la ligne avant, a plus que 15 mètres, c'est un arbre par 15 mètres qui est demandé. Les gens peuvent en planter plus, évidemment. C'est difficile d'en faire plus parce qu'il y a des entrées charretières parfois, il y a des aires de stationnement, il y a d'autres aménagements qui font en sorte que c'est difficile d'en exiger plus. Puis à un moment donné, il y a des espaces qui manquent. Mais dans la deuxième phase, on va arriver aussi avec proposer des modifications en termes de quantité d'arbres par superficie de terrain. Donc, on est en train de travailler ça actuellement. Parfait, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec des commentaires et questions de Raymond Poirier. Donc, dans les phases à venir, concernant les arbres plantés par la Ville de Québec sur des terrains non municipaux, actuellement, un propriétaire doit faire une demande de plantation auprès du 3-1 de son propre chef pour qu'un arbre soit planté dans la zone de l'emprise municipale sur son terrain. Devrait-on plutôt donner à la Ville le droit par défaut de planter un arbre dans l'emprise municipale et de donner le droit au propriétaire de refuser la dite plantation? Donc, la question, est-ce qu'on devrait plutôt faire en sorte que ce soit la Ville qui plante par défaut? Est-ce que c'est le cas actuellement? Bien, il y a deux aspects à cette question-là. C'est que les gens de la foresterie urbaine, constatant, comme la question précédente l'a mentionné, qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres qui ont été plantés, il y a des rues sur lesquelles il n'y avait pas d'arbres qui avaient été plantés. Ils ont un programme de plantation, effectivement. Mais couvrir l'ensemble du territoire va prendre plusieurs années. Ils ne sont pas des centaines de personnes à travailler là-dessus. Donc, ils le font par phase, par quartier, par arrondissement. Mais ces rues-là, si entre-temps, quelqu'un veut planter, oui, effectivement, il faut qu'il passe par 3-1. S'il est assez patient, éventuellement, la Ville va arriver et va lui offrir un arbre. Mais les deux situations ont cours actuellement. Parfait, merci. Je poursuis avec une question de Joanne Moreau. Pouvez-vous développer la partie concernant les exigences de plantation dans les aires de stationnement? C'est embryonnaire encore à l'heure actuelle. Ce qu'il y a à l'heure actuelle dans la réglementation, c'est qu'on exige pour les grands stationnements, les stationnements de plus de 100 cases, d'avoir des îlots de stationnement. C'est-à-dire que si un stationnement a 200 cases, on va demander 2 îlots de 100 cases et une bande de plantation entre les 2 îlots de 100 cases. À l'heure actuelle, tout ce qu'on exige, c'est une bande végétale. On n'exige pas de plantation dans cette bande végétale-là. Donc, ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en plus de demander une bande végétale, de demander que cette bande végétale-là soit plantée avec des arbres à une distance X? Ce sont des choses qui sont en évaluation à l'heure actuelle. Alors, j'ai une question complémentaire qui concerne aussi le stationnement de M. ou Mme Tremblay. Pour la phase 2, est-ce que les exigences de plantation des aires de stationnement seront également pour celles existantes, notamment au centre-ville? Si oui, quelles sont les prochaines étapes de réflexion? Il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Généralement, les règlements s'appliquent aux situations qui surviennent une fois la modification réglementaire faite.
il n'est pas interdit de penser qu'on pourrait agir de façon rétroactive, mais c'est tout un autre débat. Toutes ces questions-là sont en évaluation à l'heure actuelle. Parfait, merci. Question de Janet Drury. Si un arbre centenaire est coupé, est-ce qu'on va le remplacer par un seul arbre de petite taille? Ça rejoint un petit peu les questions qu'il y a eu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas les arbres, avec la nouvelle réglementation qui est proposée, les arbres abattus doivent être remplacés, mais il n'y a pas de spécification par rapport au type d'arbre. Ce qu'on mentionne, on n'a pas présenté, et ce qu'on mentionne, c'est que l'arbre doit quand même avoir un certain gabarit au niveau de la plantation, mais il n'y a pas d'exigence quant à l'essence d'arbre. Merci beaucoup. Également, toujours de Mme... Peut-être ce qu'on m'avait expliqué du côté de la foresterie urbaine, c'est qu'il y a comme un moment où les arbres sont à leur plein, leur plus grande croissance, puis de mettre un arbre trop gros, il risque de mal s'implanter, puis si on met un arbre trop petit, ça va prendre trop de temps, mais qu'il y a comme une fenêtre d'opportunité sur la grosseur de l'arbre, ce qui peut sembler petit au départ, mais qui est comme dans sa crise d'adolescence, puis qui va pousser très rapidement. C'est des choses que j'ai apprises quand on a fait le portrait des boisés, mais que ça peut sembler petit, mais si on a un arbre trop gros, sa possibilité de s'implanter là, peut être moindre. Donc, qu'il y avait un enjeu là, par rapport à ça au niveau de la taille de l'arbre de remplacement. Parfait. Merci beaucoup, Mme Asselin. Autre question de Mme Drury. Est-ce que les modifications s'appliquent sur le territoire assujetti à la commission d'urbanisme? Oui. Parfait. Donc, réponse oui. Merci. Autre question et commentaire de Marc Dufresne. Pour les nouvelles constructions, on détruit souvent une forêt. Selon moi, demander de planter un seul arbre en façade n'est pas suffisant pour garder la canopée abattue. Il faudrait exiger plus qu'un arbre. Est-ce qu'on peut juste repréciser à nouveau les exigences là, par rapport à la largeur du lot? Oui, ben en fait, actuellement, c'est un arbre qui est exigé en façade que lorsque la cour avant a 3 mètres de profondeur et plus, et c'est un arbre par 15 mètres linéaires de façade, de frontage qu'on appelle. Donc, si un lot a 30 mètres de large, on va exiger 2 arbres, un arbre par 15 mètres. Si le lot a 6 mètres, ça va être aussi un arbre. Là, en 2021, on a adopté un règlement, une modification réglementaire qui a exigé pour les projets, pour les bâtiments de 9 logements et plus, d'avoir 1,25 ou 1,5 arbres par 100 mètres carrés d'aire verte, selon le quartier dans lequel on se situe. Si on se situe dans un quartier où l'indice de canopée est très inférieur à la cible, c'était 1,5 arbres qui était exigé. Bon, ces choses-là sont en vigueur actuellement. Et on réfléchit à la phase 2 à remplacer ces exigences-là par des exigences plus simples d'application, mais qui vont arriver au même résultat. Et il y aurait une exigence d'avoir un arbre par tant de mètres carrés de terrain. Là, ça reste à déterminer. Donc, l'arbre en façade va être exigé, mais dépendamment de la grandeur du lot, il se peut que d'autres arbres soient exigés sur le terrain. Plus le terrain va être grand, plus on va en exiger. Marie, si je peux me permettre oui. Un complément, parce que je comprends en filigrane de la question qui nous est posée, ça vient toucher, c'est pas l'objet de ce soir, là, mais quand même, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on travaille sur une stratégie de protection, de mise en valeur ou des orientations de protection de mise en valeur des boisés. Donc, lorsqu'on vient faire un nouveau développement dans un boisé, on comprend bien que lorsque c'est autorisé, il y aura une partie du boisé en tout ou en totalité là, qui disparaîtra pour faire place au développement. Après ça, apparaissent les dispositions dont David parle, mais effectivement, il n'est pas exclu éventuellement qu'on puisse faire des propositions en matière de compensation, comme ça se voit ailleurs également, sur le concept même de développer dans un nouveau boisé qui viendra amoindrir l'impact négatif sur la canopée, mais c'est trop tôt pour le dire encore actuellement. Parfait, merci. Donc, j'ai encore une dizaine de questions ou commentaires en ligne. Donc, il y a une troisième personne en salle. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à me faire signe. Oui, alors ce sera votre tour. Allez-y. Oui. Présentez-vous. Bon. Alors, je m'appelle Mélanie Robitaille. Je suis ici à titre de citoyenne.
Je fais aussi partie du groupe de Mères au front qui souhaite porter toutes les actions possibles pour assurer un avenir à nos enfants. Donc, ma position, évidemment, va être dans l'augmentation de la canopée le plus intensément possible, bien sûr. Ma première question va être vraiment très procédurale, en fait. J'en ai plusieurs, mais je pourrais revenir. Ma première est vraiment procédurale parce que j'ai remarqué que dans le document que vous nous avez remis, c'est écrit que le 19 septembre, le Conseil de la Ville de Québec a adopté le projet de règlement. Et puis qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes ici de manière à ce que vous puissiez entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Mais à quoi ça sert ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, en vertu de la loi, je vais me permettre de répondre parce que c'est compliqué dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis le processus de consultation. Les élus doivent d'abord adopter un projet de règlement. Donc, c'est pas le règlement, il n'est pas encore adopté, c'est un projet. Pour pouvoir aller en consultation publique, ça prend un projet de règlement en vertu de la LAU. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Ils ont adopté un projet, puis ils ont dit, OK, on va en consultation là-dessus. Mais l'adoption du règlement n'est pas faite. Là, on va faire le rapport de consultation. Ça va être analysé. Peut-être qu'il y aura des modifications. Peut-être que les élus vont dire, on va de l'avant, puis on fera d'autres modifications après. Donc, tout ça va être discuté au niveau des élus du comité exécutif en charge de ce projet de règlement. OK. Très bien, bien, merci. Et alors, comment les commentaires que vous allez entendre aujourd'hui, le type de questions que vous avez, vont-ils influencer, en fait, les modifications possibles au règlement? Alors ça, c'est une question très politique, puis c'est pour ça qu'on a Mme Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif, qui est la représentante du conseil de ville. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les élus ont toujours la possibilité soit demander d'apporter des modifications pour prendre en considération les commentaires que vous nous faites. Si c'est des modifications qui sont simples à faire, peut-être ça peut se faire rapidement parce que l'idée, c'est quand même que ces modifications-là, s'il y a quand même une certaine approbation des citoyens, ça peut aller de l'avant rapidement parce qu'il y a tous les jours, il y a des demandes de permis à la ville. Tous les jours, il y a des arbres qui sont abattus. Donc, ce sera aux élus de voir qu'est-ce qu'ils font avec les commentaires, mais s'ils veulent aller rapidement, peut-être qu'ils vont décider d'adopter tel quel et de faire une autre vague de modifications par la suite ou tout de suite modifier le projet de règlement, mais c'est sûr que ça va augmenter le délai d'adoption. Parfait. Merci. J'ai répondu, Mme Asselin, mais n'hésitez pas si vous souhaitez. C'était parfait, puis effectivement, c'est un règlement qui est étapiste. Puis on a toujours dit qu'on préférait l'imperfection au néant, donc d'adopter ces modifications-là maintenant, ça vient quand même permettre de répondre à certains vides puis profiter aussi des opportunités qu'on a si des gens font des demandes de permis pour des agrandissements dès maintenant. Parce que si on veut recreuser cette question-là à fond, ben on ne sait pas combien d'arbres on va avoir échappé le temps qu'on y réfléchisse. Donc, d'adopter déjà cette mouture-là, bien qu'imparfaite, puis qui nécessite d'avoir des phases 2 et 3 de modification, ben, pendant qu'on fait ça, ben, si on l'adopte rapidement, ben, on va pouvoir planter plus d'arbres, puis exiger du remplacement, puis exiger de la plantation, puis dans une phase 2, amener les modifications. Mais je vous rassure, quand on fait ce genre de consultation-là, c'est pas cosmétique. C'est qu'on veut vraiment entendre les préoccupations. Et Mme Lagier avait un très bon point, c'est soit qu'on fait le sacrifice de retravailler certains éléments pour accélérer l'implantation, pour profiter des opportunités, ou puis on reporte certains éléments que les citoyens nous ont apportés dans une phase 2, mais soyez assurés que ce que vous nous amenez ce soir, c'est pris en considération d'une manière ou d'une autre. Merci. Donc, je vais poursuivre avec donc, je vais poser des questions de gens en ligne qui n'ont pas encore posé de questions. Ensuite, je reviendrai à ceux qui sont déjà intervenus une première fois. Donc, une question de Céline D. Donc, que considère-t-on comme ajout d'un bâtiment accessoire? Exemple, elle se demande, est-ce que pour l'ajout d'une remise, est-ce qu'il faut planter un arbre? Ce qu'on demande, c'est que le bâtiment accessoire soit attaché au bâtiment principal. Ça peut être une remise, mais il faut qu'elle soit attachée. Ça peut être un garage attaché, ça peut être une annexe résidentielle quelconque. Tout ce qui tombe sous les définitions de bâtiment accessoire attaché, oui, une exigence de plantation est faite, mais l'exigence de plantation ne vaut que s'il n'y a pas déjà un arbre en façade.
Parfait, merci. Aussi, question commentaire de Evelyne Guep. Bravo pour les premières modifications. Il serait bien de prioriser les quartiers à faible canopée, 17 dans Saint-Sauveur notamment, et les zones industrielles et les méga stationnements très rapidement et prioritairement dans un plan d'action incitatif afin de réduire les îlots de chaleur urbains. La phase 2 arrivera quand? Donc, question sur la suite de la phase 2. Selon notre planification, normalement, on pourrait penser qu'une adoption d'un projet de règlement quelque part au mois de mars, là, je connais moins un peu les délais, mais si on se fie à tous les délais que nous, on a retenus dans la phase 1 du projet, on pourrait penser, David, tu peux le modifier, quelque part au mois de mars, mars prochain. Pour la phase 2. Mars prochain pour la phase 2, donc à suivre. Et puis, Evelyne Guep aussi demande, ne pourrait-on pas aussi tenir compte de la profondeur du lot, inclure les surfaces asphaltées aussi dans le calcul et non seulement les surfaces vertes? Comme je disais tantôt, là, en 2021, on a adopté un règlement qui tenait compte de l'aire verte. Donc, l'aire verte, c'est le pourcentage du terrain qui doit être laissé en verdure ou ne pas construit. Ce pourcentage-là varie d'une zone de zonage à l'autre. Dans les zones industrielles, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et les gens qui l'appliquent trouvent ça un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que tantôt, on mentionnait dans la phase 2, on va vraisemblablement recommander de remplacer ces exigences-là par des exigences plus simples qui seraient d'avoir une quantité d'arbres X en fonction de la grandeur des terrains. Donc, ça rejoindrait la préoccupation de Mme Guep. Oui. Parfait. Question de M. Renaud Blais. Est-ce que vous confirmez qu'il faut qu'un bâtiment soit modifié pour que l'exigence s'applique? Oui, effectivement, la proposition réglementaire qui est sur la table actuellement, c'est lorsqu'il y a l'agrandissement d'un bâtiment principal. Donc, on ne parle pas de rénovation de façade ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit vraiment un agrandissement intérieur ou extérieur du bâtiment principal ou l'ajout d'une construction d'un bâtiment accessoire attaché. Merci. Donc, je poursuis avec un commentaire de Alexandre Allard. Bonjour, je travaille dans le quartier Saint-Roch, un quartier où le taux de canopée est un des plus bas. Est-ce que dans les stratégies de la ville, afin d'accroître le verdissement dans les quartiers centraux, il est prévu d'augmenter le pourcentage d'aires vertes dans la grille de zonage dans les diverses aires d'affectation à requalifier dans le quartier? Par exemple, l'îlot d'Orchester, propriété des Trudel ou les stationnements de Best Western seront éventuellement requalifiés pour y implanter des bâtiments. Malheureusement, le pourcentage d'aires vertes dans ces zones oscille entre 5 et 15 %. On pourrait facilement augmenter le pourcentage exigé pour accroître le verdissement dans le cadre d'une nouvelle implantation. Oui, ben en fait, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que le pourcentage d'aires vertes, il n'y a pas d'exigence de plantation qui est liée avec ça. Donc, si on augmentait le pourcentage d'aires vertes, ce n'est pas garanti qu'on va avoir des arbres plantés. Ce qu'on examine en phase 2 actuellement, c'est de remplacer le pourcentage d'aires vertes va toujours demeurer, il n'y a pas de problème, mais on va faire abstraction de ça pour exiger la plantation. Donc, ça va être plus simple probablement que de revoir les 4600 grilles de zonage qui seraient questionnées sur le pourcentage d'air verte dans cette zone-là. Est-ce qu'il est adéquat ou pas? On aurait une exigence de plantation en fonction de la taille du terrain. Parfait. Puis M. Allard faisait aussi référence à l'exemple du Watson ou du Caïman. Ce sont deux nouveaux bâtiments dans le quartier avec aucun nouveau arbre. Donc, inacceptable selon lui. Donc là, c'est sûr qu'avec les nouvelles exigences, ça pourrait être différent. Oui, mais là, évidemment, il faut tenir compte que dans la réglementation d'urbanisme, dans certains endroits, il n'y a aucune marge qui est exigée. Il y a la commission d'urbanisme aussi qui intervient dans les secteurs sous sa juridiction. Donc, il y a un ensemble d'objectifs à balancer à un moment donné. Il n'est pas interdit de penser qu'il pourrait y avoir une révision des grilles de spécification à certains endroits, mais dans les quartiers centraux, il n'est pas rare de trouver des bâtiments qui occupent 100% de leur terrain. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais revenir à ce moment-là des personnes qui sont déjà intervenues, qui nous font. Donc, il nous reste 7 ou 8 questions ou commentaires en ligne. Donc, M. Raymond Poirier qui nous dit, dans les phases à venir, devrait-on avoir un programme de priorisation qui soit mis en place afin de s'assurer qu'un maximum d'arbres soient plantés dans les secteurs difficiles
côté plantation, mais où chaque arbre aura un impact fort sur la qualité de l'air et les îlots de chaleur et où l'effort pour atteindre un niveau acceptable de canopée est encore grand, comme les quartiers centraux, Basseville, Limoilou, Vanier. Planter un arbre dans un secteur tel que ceci est plus onéreux, plus difficile et plus long comparativement à d'autres secteurs et zones de la ville. Donc, ça rejoint aussi un peu le commentaire de Mme Guep, d'avoir des secteurs à prioriser. Donc, on prend note du commentaire. Merci beaucoup. Madame Janet Drury qui nous dit à Sillery, souvent des bungalows sont démolis et remplacés par des maisons énormes. De magnifiques arbres sont coupés en vertu de l'article 700 alinéa 4. L'arbre constitue un obstacle à la réalisation d'un aménagement, d'une construction ou de travaux autorisés. Est-ce que la Ville prévoit modifier cet article à l'avenir? Il n'est pas dans les plans de modifier cet article-là. Par contre, ce qui est introduit comme proposition de modification réglementaire ce soir, c'est d'exiger le remplacement de ces arbres-là. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, je poursuis avec également Mme Drury qui nous dit l'entretien des arbres coûte très cher pour les propriétaires. Est-ce que la Ville pourrait offrir des subventions pour couvrir une partie des coûts? Oui, on pourrait changer de paradigme complètement puis mettre en place des programmes qui iraient en ce sens-là, compte tenu de l'enjeu dont David parlait, là, que le territoire quand même non municipal est quand même important sur le territoire. Il restera à voir comment ça pourrait s'opérationnaliser. Déjà, la Ville a des programmes, a subventionné un organisme sur le territoire pour faire des plantations sur des terrains non municipaux. L'entretien également est compris dans ces plantations-là, ce qui est quand même une avancée par rapport à ce qui se faisait par le passé. Mais on est très conscient de l'importance d'être très agile et innovant dans les façons de pouvoir, au-delà de juste sensibiliser, mais être plus agile, disons, que ce soit financièrement ou autre, pour la plantation sur les terrains non municipaux. Donc, le commentaire est noté, effectivement. Parfait, merci beaucoup. Également, Mme Guep nous demande est-ce que cela pourrait être aussi exigé de planter lorsqu'un propriétaire doit faire des travaux majeurs d'excavation, par exemple, drain de fondation, par exemple. Donc, pas juste quand c'est des constructions, des agrandissements, mais quand c'est des travaux majeurs d'excavation. Et puis que là, ils doivent, j'imagine, couper ou... OK, on en prend note. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 3 commentaires. Je vais vous les lire. Ah, et une question. Alors, je vais y aller avec la question d'abord. Question de Michel Lagacé. Avez-vous fait des estimations prospectives sur comment ces modifications réglementaires pourraient augmenter le nombre d'arbres à Québec? Pour l'ajout de bâtiments accessoires au bâtiment principal, non, on n'a pas malheureusement pu estimer le nombre de permis qui a été émis dans les dernières années pour ce type de construction-là. Par contre, pour les agrandissements de bâtiments principaux, on a relevé dans les dernières années une moyenne qui tourne autour de 130 permis qui sont émis pour ce genre de construction-là, de travaux-là, d'agrandissement du bâtiment principal. Parfait, merci. Oui, M. Meillard, vous souhaitez poser une question? Oui, s'il vous plaît. OK, allez-y, puis ensuite on lira les 2 derniers commentaires en ligne. Allez-y. Ma question, c'est que plutôt un commentaire, c'est que j'ai l'impression que la Ville, vous avez avec votre programme d'alignement, vous avez une très grosse carte dans votre jeu. Dans le sens où est-ce qu'on vient d'entendre plusieurs commentaires sur l'impact des quartiers centraux. Donc, moi, je pense vraiment, je ne sais pas si ça se fait d'un point de vue légal, mais je pense qu'on ne peut pas avoir, ça ne peut pas être mur à mur le même règlement, parce qu'il y a définitivement pas les mêmes réalités dans les quartiers centraux versus dans la périphérie. Et je comprends totalement dans la périphérie que, comme je le disais tout à l'heure. Mon point, c'est que vous avez dans votre jeu là, votre programme d'arbres d'alignement sur lesquels, où est-ce que lorsque la bande est de 3 mètres et que vous avez une emprise, ça réglerait de faire en sorte d'inverser le fardeau de l'exigence. Tout à l'heure, que Mme Masselin, vous m'avez dit,
Et vous aviez raison là, de dire oui, mais si l'arbre n'est pas voulu, en 2 gestes, 3 mouvements, il n'existe plus. Vous avez parfaitement raison. Mais si à partir du moment où est-ce qu'il rentre dans le programme d'alignement, vous avez des techniciens qui peuvent osciller, qui peuvent aller sur l'ensemble de la ville et se dire, hey, c'est bizarre, cet arbre-là, il n'est pas mort de façon naturelle, s'il est chopé. Et aussi, l'avantage de ça, c'est qu'avec les techniciens, vous auriez justement, vous parliez, M. Aubé, d'avoir une certaine agilité à ce niveau-là. C'est que dans les quartiers centraux, ça permettrait justement de dire, il y a certaines écoles où est-ce que les rues sont étroites, on mettrait plus d'arbres, mais des variétés, admettons, des fastigiés, c'est-à-dire des arbres qui ne prennent pas beaucoup d'ampleur, mais on en mettrait plus. Donc, vous auriez l'agilité de mettre le bon arbre au bon endroit dans la façade qui vous appartiendrait et que vous feriez l'entretien et que le propriétaire serait super content, versus de faire une réglementation de mur à mur. Et je pense vraiment, là, pour faire suite à ce que madame à côté de moi disait, c'est que dans les quartiers centraux, la qualité de l'air est mauvaise, les îlots de chaleur, c'est une catastrophe, fait que il faut mettre une vitesse là. Et il faut mettre une vitesse à ce point que vous devriez, selon moi, faire une réglementation qui soit plus forte, qui vous donne plus les coups des franches, tout du moins sur la bande avant des 3 mètres, des 10 mètres, puisque c'est même pas d'ici à là, devant, voyez-vous. Fait que vous auriez, à mon avis, tout intérêt à mettre une réglementation forte qui vous donne, encore une fois, les coups des franches pour que par la suite, vos techniciens et techniciennes puissent se dire, OK, oui, là, effectivement, il y a une ligne électrique au-dessus de la tête, on va mettre malheureusement un lilas japonais. Ça fait, dans ce cas-là, ça fait, mais ça fait, majoritairement parlant du cas, vous auriez les coups des franches pour mettre un arbre en grand déploiement. OK, merci beaucoup, M. Meyer. Madame Asselin, vous souhaitez répondre ou réagir? Allez-y. Bien, c'est vraiment, c'est super intéressant. Puis, il y a une initiative qu'on a portée cette année, je pense, qui a donné quand même, vous parliez de qualité de l'air tantôt, de quartiers centraux, collectif Canopée, qui avait un objectif de planter 2000 arbres en début d'année. Puis, on a dû faire un amendement au contrat qu'on avait avec eux pour ajouter plus d'arbres parce qu'il y a eu vraiment une super bonne réponse de grandes entreprises là, pour planter des arbres, notamment pour améliorer la qualité de l'air. Fait que je pense que vous avez raison, il y a de l'appétit pour la plantation, puis des programmes comme Collectif Canopée là, dans les quartiers centraux, ça a fait ses preuves cette année. Ça vient avec l'entretien aussi, donc c'est intéressant, mais ça a permis de planter là, plus que les 2000 arbres qui étaient prévus, mais je comprends bien votre préoccupation sur le type d'arbre aussi. Ça va être important parce que pour la qualité de l'air, par exemple, si on parle des secteurs où il y a beaucoup de poussière, ben, le type d'arbre à implanter peut être différent pour répondre à ces enjeux-là, mais effectivement, vous avez entièrement raison. L'augmentation de la canopée puis la qualité de l'air, ça va de soi, ça va de pair. Donc, merci encore pour votre commentaire. Merci. Alors, je vais lire les 3 derniers commentaires que nous avons en ligne. Ah non, il y avait une question en salle aussi. Ouais. Madame Christine, allez-y. Oui, allez-y. C'est juste les constructions qui ont été faites sans arbres. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, j'ai manqué un petit bout, j'étais à la salle de bain, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réglementation pour obliger qu'il y ait un arbre. Oui, remplacement si c'est coupé. Oui, si on construit. Oui, si on agrandit le bâtiment. Oui, si on ajoute une partie. Mais ceux qui n'ont pas d'arbre, que ce n'est pas dans leur valeur familiale, ils risquent de ne pas le faire alors que ça pourrait être des beaux terrains. Les constructions, les maisons qui sont déjà construites, sur lesquelles il n'y a pas d'arbres actuellement, ouais. C'est ça? Oui, à ça, il y a deux aspects. C'est que, la ville, avec la foresterie urbaine, ils passent tous les secteurs de la ville, un à un. Puis justement, quand ils constatent qu'une rue où il n'y avait pas eu de plantation à l'époque par l'ancienne ville, ben là, ils offrent de planter sur ces terrains-là. Les gens sont libres d'accepter ou pas. Ben, c'est ça, faudrait qu'ils soient obligés. Et en deuxième phase, on est en train de réfléchir actuellement si, puis là, c'est les élus qui décideront, si on va être un petit peu plus coercitif dans certaines situations. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vais lire les 3 derniers commentaires. Donc, Raymond Poirier qui nous écrit « Je tiens par ailleurs à réitérer la préoccupation émise par le citoyen dans la salle. Chaque arbre n'est pas égal et n'a pas un impact égal. » Donc, c'est la préoccupation de M. Meyer.
tant la ville que les citoyens devraient, dans la mesure du possible et en priorité dans les quartiers centraux, être amenés à planter l'arbre qui aura le plus fort impact sur la canopée, feuillu ou résineux. Couper un orme et planter un lilas japonais n'est pas un remplacement égal à égal. Si l'espace terrain et souterrain permet la plantation d'un arbre à fort déploiement, un arbre à fort déploiement devrait par défaut être planté. Alors, merci, M. Poirier, c'est bien noté. Ensuite, M. Allard qui nous dit « C'est intéressant la nouvelle réglementation pour la plantation en façade. Par contre, dans les quartiers centraux, la plupart des bâtiments en place et pour la construction de nouveaux immeubles, il n'y a aucune exigence de marge avant. Il serait donc important d'ajouter des exigences minimum de marge avant pour s'assurer que les arbres soient plantés en façade lors de nouvelles implantations. Les arbres sur rue permettent de profiter à plus de gens, réduire les couloirs de vent, réduire la perspective visuelle, donc la vitesse des véhicules sur rue, etc. » Alors, merci beaucoup. Donc, c'est noté. Merci, M. Allard. Et puis, je termine avec le dernier commentaire de Evelyne Guep qui nous dit « Les arbres sont aussi bons pour le moral. Or, actuellement, il en manque surtout dans les quartiers les plus défavorisés. » Donc, merci, Mme Guep. Très bon, c'est bien noté. Et en effet, c'est bon pour le moral. Donc, pour les quartiers défavorisés, c'est d'autant plus apprécié. Alors voilà, c'est ce qui termine pour les questions et commentaires. Ah, oui, Mme Robitaille en salle, allez-y. Oui, on vous écoute. Maintenant que je sais que ça vaut vraiment la peine qu'on vous donne nos commentaires, puis qui sont bien entendus par Mme Asselin, de laquelle je sens toute l'ouverture. Donc, je me permets en fait de souligner que je suis tout à fait en phase avec ce qu'on a entendu ici dans la salle. On est tous pour la même bonne cause, puis je comprends très bien je sens très bien que c'est votre position aussi. Je comprends que vous devez avoir certains paramètres de procédure ou de contraintes, mais je vous invite en fait à la plus grande audace possible. Ce n'est pas accessoire en ce moment, c'est une nécessité, on le sait tous. Donc, je vous invite vraiment à avoir les plus grandes actions possibles le plus rapidement possible. Je comprends les étapes, là, mais allez-y du plus fort que vous pouvez à chacune des étapes. Et pour vous inspirer, j'aurais 3 propositions, en fait. La première est d'avoir toujours en tête la protection des arbres matures. Donc, oui, les arbres ne sont pas égaux, mais ils représentent une énorme canopée, non seulement ça, mais une énorme biodiversité dans le sol aussi. Donc, les arbres matures, avant qu'on puisse y toucher, il faudrait que ce soit vraiment très difficile dans tous les cas. Évidemment, les corridors urbains aussi sont à considérer. Donc, si on fait des brèches dans les corridors urbains, ça devrait être à proscrire aussitôt que c'est possible. Il faudrait que le fardeau de la preuve soit sur la personne qui souhaite interférer, mais qu'on les conserve coûte que coûte. Quand vous parlez de corridors urbains, vous parlez des arbres en alignement, là, les arbres d'alignement le long des rues? Non, je parle du fait qu'il y ait des connexions entre les espaces verts. OK, les corridors verts. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Corridor urbain, c'est plutôt pour les vents. Hein? Fait que, oui, c'est ça, les corridors verts. OK, parfait. Aussi, moi, je vous invite à rêver à un 40 de canopée. Parce que c'est un chiffre qui est avancé souvent par des scientifiques. Je comprends très bien qu'on est à 21, on veut aller vers 25, mais oui, point de vue santé publique, c'est une position qui est défendue par les médecins en environnement aussi. Fait que moi, je vous invite à avoir ça en tête. On est à 31, on va à 35. Oui, OK. 31, 35, oui, j'ai dit 25, mais oui. Ouais. Mais ayez 40 en tête, s'il vous plaît. Le plus vite possible. Je continue. Dernier point, je voudrais juste savoir si vous avez lu le 17 juillet 2023 l'article d'Isabelle Porter dans Le Devoir. Ça s'appelle « Des villes mises sur les micro-forêts ». C'est un concept dont je ne connaissais pas l'existence. C'est une personne de Montréal qui se spécialise maintenant là-dedans, quelqu'un qui est de Coopérative Arbre Évolution. C'est un concept japonais qui a été mis en place déjà à quelques endroits au Québec, plutôt dans la région de Montréal et dans ce coin-là, où est-ce qu'on fait des micro-forêts avec des plantations de 1000 arbres par 400 mètres carrés.
Donc, c'est 3 arbres à grand déploiement par mètre carré qui sont plantés. Et par la compétition lors de leur croissance, ça fait qu'ils croissent encore plus vite et encore plus fort. Donc, au lieu de se compétitionner, en fait, ils se compétitionnent, mais ça crée d'excellents résultats. Donc, je voudrais juste porter à votre attention ce concept-là qui pourrait être une manière beaucoup plus efficace peut-être de faire croître encore plus la canopée de manière très dense et très rapide. Voilà. Alors, tous mes vœux de succès. Merci. Merci à vous, Mme Robitaille. Donc, vous parlez à titre individuel, mais aussi au nom de l'organisme Mères au front. C'est ce que j'ai compris? Oui, ben, nous sommes un organisme décentralisé qui n'a pas de porte-parole. Donc, je suis une des membres actifs et je sais que nous sommes quelques-unes aujourd'hui à distance aussi. Merci beaucoup. Alors, Mme Asselin, vous souhaitez réagir? Oui, allez-y. Ben, je peux pas dire autrement que j'adore l'appel à l'audace. On l'a fait pour le règlement sur les pesticides. Vous nous avez vraiment soutenus là-dedans. Puis, Mères au front, c'est un organisme avec lequel on apprécie énormément travailler. Puis, j'aime, là, vous n'êtes pas game d'en faire plus. Tu sais, j'aime beaucoup l'appel à l'audace. Fait qu'on va répondre à ça avec vigueur. Puis, tout à fait d'accord avec vous. On est toujours les premiers à être impatients de voir les résultats. Puis des fois, ben, on se fait un peu ramener à l'ordre dans le sens où on ne peut pas tout régler en même temps, mais j'aime beaucoup votre appel à l'audace, puis soyez assurés qu'on va le porter. Puis pour ce qui est de l'article d'Isabelle Porter, vraiment, je l'avais lu moi aussi cet été, puis j'avais trouvé ça super intéressant, au même titre que les forêts nourricières. Il y a plein de choses super intéressantes qui se font. Je suis allée visiter celle du Lac-Saint-Charles récemment, la forêt nourricière, puis c'est vraiment un concept super intéressant à mettre en place dans les quartiers, à la fois pour la sécurité alimentaire, la forêt, ce que ça apporte, mais vraiment les micro-forêts, quelque chose de super intéressant. Puis ça ressemble un peu à que le meilleur gagne. Fait que tout le monde se force pour grandir plus vite que l'autre, donc tout le monde grandit un peu plus vite, mais c'est vraiment super intéressant. Fait que merci beaucoup d'être là et de nous aider à porter ces ambitions-là. Merci, Mme Asselin. On va être là pour vous soutenir. Super, merci. Alors, merci. J'ai un dernier commentaire de Evelyne Guep en ligne qui nous dit « Des arbres matures pourraient être conservés au cas par cas, obligatoirement lors des demandes de permis de construire. » Donc, voilà, donc c'est noté également. Alors, écoutez, c'est ce qui met fin bientôt à la consultation. Je vais laisser le mot de la fin à Mme Asselin. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y aura un rapport de consultation qui va être rédigé, qui va être disponible sur le site web de la Ville et déposé également au Conseil de Ville. Et puis, l'enregistrement de la séance de ce soir également va être versé sur le site ainsi que la présentation. À vous la parole, Mme Asselin. Ben, je voulais remercier tout le monde qui s'est prêté à l'exercice ce soir de venir partager leurs préoccupations, leurs idées. On va analyser tout ça comme Mme Lagier l'a dit, mais soyez assurés qu'il n'y a rien de ce qui a été dit ce soir qui n'est pas pris en considération. C'est trop important pour la suite des choses, mais toujours se rappeler que ce dont on discute ce soir, c'est la première étape d'une bonification à la réglementation concernant les arbres, leur protection, la plantation, mais on veut aller plus loin. Donc, ce que vous avez dit ce soir, ben, soyez assurés que ce sera porté par les élus, par les équipes, puis on se sent soutenu dans la bonne direction. Merci aussi aux équipes qui étaient là ce soir, Mme Lagier, M. Duval, M. Aubé. Merci beaucoup d'avoir été présents. Parfait. Alors, bonne soirée à tous. Merci aux gens en ligne d'avoir participé. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.